Deuxième cas clinique long. Alors l'énoncé, une patiente de 29 ans, infirmière, consulte pour des douleurs des membres inférieurs avec fourmillement nocturne des deux jambes. Elle pèse 85 kg, mesure 1,65 m, travaille en salle de cardiologie depuis quelques années. Elle suit une contraception orale, fume et a des notions de chiffres glycémiques et lipidiques élevés. Vous apprenez que la mère de la patiente a déjà été traitée pour un phénomène thrombotique, une embolie pulmonaire, alors qu'elle était âgée de 50 ans, et qu'une de ses tantes a également été hospitalisée pour une thrombose surale, cette fois-ci, il y a un an. L'examen clinique trouve un état veineux des membres inférieurs anormal, avec des grosses veines apparentes, des hématomes. Le reste de votre examen cardiovasculaire est normal, en dehors de la présence d'œdème des chevilles, bilatéraux, prenant modérément le godet. On demande un bilan rénal qui est normal. Première question, quel est le diagnostic clinique actuel? Deuxième question, quels examens complémentaires peuvent vous être utiles? Troisième question, quels sont les traitements possibles de cette pathologie? Quatrième question, quelles sont les complications possibles de cette pathologie? Quelques années plus tard, au décours d'un long voyage en avion, retour d'Asie, elle se plaint d'une dyspnée brutale avec une douleur basithoracique sans irradiation. Le SAMU est appelé à l'aéroport, fait un électrocardiogramme et vous contacte. Quel bilan biologique allez-vous prescrire chez cette patiente? Quels examens non biologiques peuvent vous aider à faire le diagnostic? Interprétez son électrocardiogramme. Quel est maintenant votre diagnostic et quelle est votre prise en charge? Première question, quel est le diagnostic clinique actuel? Le diagnostic clinique, celui de varices bilatérales des membres inférieurs avec insuffisance veineuse chronique. Il s'agit en effet d'une patiente à de nombreux facteurs de risque d'insuffisance veineuse. Le premier d'entre eux, le surpoids. Les autres facteurs de risque sont les mêmes que les facteurs de risque cardiovasculaires, tabagisme, dyslipidémie, notion de glycémie élevée à jeun, donc probablement du diabète, et également le traitement contraceptif oral qu'elle suit. Dernier facteur de risque important, sa position orthostatique prolongée, puisqu'elle est infirmière. La station debout prolongée favorise l'insuffisance veineuse et la dilatation des veines. On signale que le bilan néphrologique est normal. Ça pourrait être un diagnostic différentiel. Le syndrome néphrotique pourrait expliquer les œdèmes des membres inférieurs, ce qu'elle n'a pas. Ici, vous avez une diapositive pour vous rappeler la physiologie de l'insuffisance veineuse. Vous avez ici une patiente avec un état veineux normal, avec ici des valves anti-reflux qui permettent au sang de remonter lorsque les gens sont en position debout. Le sang remonte lorsqu'on se relève, c'est le retour veineux normal, mais il ne peut pas redescendre puisqu'il y a une fermeture des valvules anti-reflux. Dans l'insuffisance veineuse, dans la dilatation chronique variqueuse des veines des membres inférieurs, on a une déformation anormale de la paroi veineuse qui vont donc rendre lâches les valves anti-reflux, ce qui fait qu'à l'orthostatisme, le sang va pouvoir remonter normalement pour améliorer le retour veineux, mais par contre il va également pouvoir redescendre, ce qui ne va faire qu'entretenir la dilatation veineuse et provoquer tous les symptômes dont se plaint cette patiente. Vous avez ici une photographie d'un patient atteint de varices très importantes des membres inférieurs, où il y a des cordons variqueux très apparents, dilatation veineuse très importante, bilatérale, symétrique chez ce patient, dont le premier risque est évidemment, vous en doutez tout de suite, la thrombose. Deuxième question, quels examens complémentaires peuvent vous être utiles? À ce stade du dossier, il faut savoir qu'aucun examen n'est vraiment utile, et en tout cas n'est vraiment recommandé avant un traitement chez cette patiente. Par contre, lorsqu'on vous signale qu'elle a tous ces facteurs de risque, il faut en faire le bilan obligatoirement. Donc la première partie de la réponse, bilan des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc il faudra doser à jeun, la glycémie pour rechercher un diabète et les lipides pour rechercher une dyslipidémie. Cholestérol total, LDL cholestérol, HDL cholestérol et triglycéridémie. Ensuite, le reste du bilan, c'est celui qu'on pourra demander si on proposait une éventuelle chirurgie à cette patiente. Il ne s'agit pas d'une chirurgie lourde, mais il faut quand même faire un minimum de bilan, en particulier un bilan d'hémostase. Donc il faudra une numération formule sanguine avec les plaquettes, un groupe, des RAI et un résus. Autre partie de la réponse, les examens non biologiques. Le chirurgien pourra s'aider avant un stripping de varices, par exemple, avant une sclérose, d'un doppler veineux des membres inférieurs, voire d'une phlébographie si l'examen était insuffisant. Et enfin, si vraiment on voulait faire très bien les choses, ce qui n'est pas obligatoire dans ce cas-là, on pourrait dépister une cardiopathie ischémique étant donné l'assemblage de facteurs de risque cardiovasculaire en demandant un électrocardiogramme, une échographie transthoracique, voire un test d'effort pour démasquer une insuffisance coronarienne. Aucun de ces examens n'est obligatoire. Le seul qu'il faudrait vraiment mettre à ce stade du dossier, c'est le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire associés.
Question suivante, quels en sont les traitements possibles? La première partie de la réponse, c'est les traitements non médicamenteux et non chirurgicaux, en particulier les règles hygiéno-diététiques. Donc ça, c'est le plus important. En corrigeant tous les facteurs de risque d'insuffisance veineuse, on pourra corriger cette insuffisance veineuse. Donc le premier, c'est la surcharge pondérale avec un régime adapté, une activité physique régulière et surtout la marche. C'est ça qui va permettre aussi de bien l'aider. Il faudra corriger tous les facteurs de risque d'insuffisance veineuse. Donc le tabac, on l'a vu, la contraception orale qu'il faudra changer, diminuer la prise de stropogestatif, traiter une dyslipidémie si on l'a démontré et traiter également un diabète si on le démontrait. Ensuite, des choses simples pour diminuer les symptômes la nuit, dormir les jambes surélevées pour favoriser le retour veineux et diminuer les fourmillements nocturnes. Ensuite, traitement qui est recommandé et reconnu efficace, la contention élastique par le bord de bandes de contention. Ça peut être des chaussettes de contention, des bas de contention en permanence le plus longtemps possible, sauf la nuit, en particulier sur son lieu de travail. Il faut éviter la station debout prolongée, il faut favoriser la marche et on peut rester par contre assis le plus longtemps possible, toujours avec les bandes de contention. Au niveau médicamenteux, aucun médicament n'a vraiment d'AMM, aucun médicament n'est remboursé, aucun médicament n'a vraiment démontré d'efficacité. Certains prescrivent quand même des médicaments vénotoniques. Enfin, en cas d'insuffisance de toute cette prise en charge, on peut proposer un traitement radical des varices. D'abord, il peut s'agir de sclérose, par injection de sérum adrénaliné pour provoquer une constriction veineuse et favoriser le retour veineux. Autre traitement possible, le stripping des varices, qui est carrément la résection de tous les segments vasculaires trop dilatés. Question suivante, quelles complications sont possibles? Il y a de très nombreuses complications de l'insuffisance veineuse et des varices qu'il faut vraiment connaître, surtout que certaines peuvent potentiellement être mortelles. Les premières complications sont les complications dermatologiques. Alors il peut s'agir d'ulcères veineux, qui ne sont pas très importants, qui sont des ulcères mous et larges en général, accessibles à un traitement. Autres taupes cutanées, prurite, eczéma, des télangiectasies qu'il faudra prélever et analyser en bactériologie. Il peut y avoir également des œdèmes des membres inférieurs par diminution du retour veineux. Lorsqu'on a une grande dilatation des veines des membres inférieurs, le sang y stagne et donc il peut y avoir une thrombose veineuse, c'est ce qu'on appelle la phlébite superficielle ou la paraphlébite. Elle-même peut se compliquer de thrombose veineuse profonde, cette fois une vraie phlébite, et lorsqu'on a une vraie phlébite, il faut toujours redouter l'embolie pulmonaire. Autre complication, la rupture veineuse qui peut se faire vers l'intérieur, auquel cas ce sera un hématome. Elle peut se faire également vers l'extérieur, ce qui provoquera une hémorragie extériorisée. Ici, vous avez une diapo concernant ces complications. Donc on retrouve ici le diamètre normal de la veine et ici la varice, dilatation tout à fait anormale du calibre de la veine. Donc qui peut favoriser la thrombose, qui peut fragiliser la paroi veineuse et lorsqu'elle est fragilisée, il peut y avoir un saignement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On retrouve ici la phlébite superficielle ou paraphlébite qui peut, par un phénomène vasculaire, comprimer les veines plus profondes et donner une thrombose veineuse profonde. Quelques années plus tard, alors que la patiente a été traitée de son insuffisance veineuse, au retour d'un long voyage en avion, elle se présente avec une dyspnée brutale avec douleur thoracique. Le SAMU est appelé et on vous demande de prendre en charge cette patiente. Quel bilan biologique prescrivez-vous? Donc devant toute dyspnée avec douleur thoracique, surtout après un long retour d'avion chez quelqu'un qui a des facteurs de risque thromboemboliques, comme l'insuffisance veineuse par exemple, il faut suspecter une embolie pulmonaire. Ici sans gravité, puisqu'on ne parle pas de défaillance respiratoire ou de défaillance hémodynamique. Alors quel bilan réaliser? Il faut un bilan pour vous aider à faire le diagnostic et un bilan préthérapeutique. Il faut également un bilan des complications. Chez cette patiente, il ne faut pas doser les dédimères. On pourrait le faire, ils vont forcément être positifs. Donc maintenant, ce n'est plus recommandé. Lorsque vous avez une forte suspicion clinique d'embolie pulmonaire, on peut passer directement au diagnostic parabiologique. Vous pourriez les faire si vraiment vous avez un gros doute avec un diagnostic différentiel, ce qui ici n'est pas le cas. Autre examen qui par contre lui est obligatoire, le dosage des gaz du sang en air ambiant si possible. Si l'oxygénothérapie a déjà été débutée, c'est pas grave, il faut quand même les faire. Ça va vous permettre de rechercher de la gravité et de rechercher un paramètre biologique du diagnostic, l'effet Schint, une hypoxie et une hypocapnie. Autre élément biologique à doser, ionogramme sanguin, obligatoire, il faut doser la fonction rénale, ça va vous permettre d'adapter vos doses d'anticoagulants. En cas d'insuffisance rénale, il faudra réduire la posologie. Il faut rechercher aussi une mauvaise tolérance générale de l'embolie pulmonaire. Si elle est massive, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par exemple. Donc il faut doser l'urée et la créatinine sanguine. Il faut doser devant toute douleur thoracique, même si chez cette patiente on n'a pas beaucoup de doutes, les enzymes cardiaques et la troponine. Il peut s'agir d'une cardiopathie ischémique par exemple, puisqu'elle a des facteurs de risque. Mais il peut également s'agir d'une évasion de troponine dans le cas de l'embolie pulmonaire si elle était massive.
Autre examen important, le bilan hépatique complet. Lorsque vous avez une grosse embolie, il y a du bas débit, il y a de l'insuffisance cardiaque droite, donc il peut y avoir une insuffisance rénale, mais également une insuffisance hépatique. Autre bilan strictement obligatoire, le bilan d'hémostase, avant la mise en route du traitement. Il faut doser l'ETP et le TCA, l'INR. Il faut avoir un groupe Rhésus-RAI. Vous allez débuter un traitement anticoagulant qui pourra se compliquer d'hémorragie, de saignement. Donc il faut être paré à toute transfusion et avoir déjà un bilan prétransfusionnel. Ensuite, on peut rechercher une élévation des marqueurs de l'inflammation, peu spécifiques, mais qui sont aussi des marqueurs secondaires de l'embolie pulmonaire. Question suivante, quels examens non biologiques peuvent vous aider au diagnostic? Donc ici, on ne vous demande pas lesquels vous allez demander, mais ceux qui peuvent vous aider à faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc il y a des examens qui font le diagnostic, qui vous montrent l'embolie. Il y a des examens qui vont vous donner des signes indirects d'embolie, qui vont permettre d'évaluer son retentissement. Alors, à visée de retentissement, on peut faire un électrocardiogramme pour rechercher des signes de cœur pulmonaire aigu. On va les revoir tout à l'heure. La radio pulmonaire, elle peut donner de différents signes d'embolie pulmonaire qui sont tous aspécifiques. On va en revoir aussi des exemples. Le plus important d'entre eux, c'est l'atélectasie en bande, qui traduit une zone qui est complètement hypoventilée au niveau des poumons. Ensuite, les examens qui vont permettre de faire le diagnostic, il y en a deux. Le premier, le plus important, c'est l'angioscanner pulmonaire ou scanner pulmonaire spiralé avec injection de produits de contraste. Donc il a deux contre-indications, l'insuffisance rénale et l'allergie aux produits de contraste. Si vous ne pouvez pas faire cet examen, il faudra se rabattre sur une scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion. En première intention, toujours préférer le scanner. Le scanner va vous permettre de voir les emboles, l'obstruction de l'arbre artériel bronchique. Il fait quasiment dans 100% des cas le diagnostic d'embolie pulmonaire proximale. Il a une sensibilité d'environ 80% pour les embolies pulmonaires plus distales. La scintigraphie pulmonaire, elle va vous donner des arguments indirects. Elle va vous dire si oui ou non il y a des arguments en faveur d'une embolie pulmonaire ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu moins bon comme examen. Autre examen qu'il faudra réaliser, le Doppler veineux des membres inférieurs, plus à visée étiologique qu'à visée préthérapeutique. Enfin, deux autres examens peuvent être réalisés. L'échographie cardiaque transthoracique. Vous pouvez la faire systématiquement, quelle que soit la gravité de l'embolie pulmonaire, pour rechercher une atteinte cardiaque secondaire, rechercher des signes de cœur pulmonaire aigu. En cas d'embolie pulmonaire massive mal tolérée avec état de choc, simplement l'échographie cardiaque peut vous permettre de faire le diagnostic si vous mettez en évidence des signes d'insuffisance cardiaque aiguë. Dernier examen qu'on peut faire, mais qu'on ne fait vraiment plus sauf dans des cas extrêmes, l'artériographie pulmonaire. Il s'agit de l'angiographie de l'arbre pulmonaire artériel qui va vous permettre de voir la localisation précise du caillot qui obstrue. On peut éventuellement faire une thrombolyse in situ, voire de la chirurgie à partir de ces images-là. Question suivante, interprétation de l'électrocardiogramme. Donc ici, il faut toujours commencer par le début, dire si le rythme est régulier ou sinusal. Le rythme est manifestement régulier. Ensuite, il est sinusal puisque vous voyez devant tous les QRS une onde P et que toutes les ondes P sont suivies de QRS. La fréquence cardiaque, on ne peut pas vraiment la donner chez ce patient puisque on n'a pas de graduation. Elle est notée ici, environ à 118 par minute, donc il s'agit d'une tachycardie sinusale. Ensuite, on va analyser l'axe des QRS. Les QRS sont plutôt positifs en D1, plutôt positifs en AVF, donc l'axe est normal. Ensuite, analyser l'onde P pour rechercher une hypertrophie auriculaire. Les ondes P sont normales en D2 et en V1, donc l'activité auriculaire est normale. Ensuite, on mesure l'espace PR, il est normal. Il n'y a pas de bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Ensuite, la largeur des QRS, ils sont fins, pas de bloc de branche. Ici, il y a un aspect R, S, R' qui peut évoquer un bloc de branche. Les QRS sont assez fins, donc il s'agit d'un bloc de branche incomplet à droite. L'autre élément du diagnostic de bloc de branche incomplet à droite, c'est l'aspect grand R, grand S que vous avez ici en V4, V5 et un petit peu en V6. Enfin, la repolarisation, on note des ondes T négatives en V1, V2, V3, V4, ce qui peut correspondre au bloc de branche droit incomplet. Il y a enfin une dernière petite chose sur cet électrocardiogramme qui peut vous aider à faire le diagnostic, la présence d'une onde S en D1 et d'une petite onde Q en D3. Donc vous avez l'aspect S1Q3, qui est un des signes de cœur pulmonaire aigu. Donc on reprend le diagnostic de cet électrocardiogramme, rythme régulier sinusal rapide, donc une tachycardie sinusale, avec aspect S1Q3, un bloc incomplet droit avec des ondes T négatives, beaucoup d'arguments qui vont vous faire évoquer diagnostic d'embolie pulmonaire compliqué de cœur pulmonaire aigu. Le diagnostic et le traitement. Le diagnostic embolie pulmonaire compliquée de cœur pulmonaire aigu, étant donné l'aspect électrocardiogramme et l'anamnèse de la patiente. Le traitement. Donc il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Toutes les embolies pulmonaires doivent être hospitalisées au moins 24-48 heures aux soins intensifs de pneumologie au moindre signe de mauvaise tolérance.
La première partie du traitement, c'est le repos strictoli, afin de calmer la douleur, de ne pas mobiliser un éventuel caillot. Le lever sera autorisé rapidement avec port de bande de contention et après avoir débuté l'anticoagulation à dose efficace. Il faut toujours une voie veineuse périphérique s'il y a une mauvaise tolérance et en cas de problème pour au moins les 24-48 premières heures. Corriger tout trouble métabolique et toute défaillance hémodynamique. En cas d'embolie pulmonaire mal tolérée, il faudra donner une thrombolyse en urgence et traiter la défaillance cardiaque par éventuellement des inotropes positifs et du remplissage. La partie la plus importante du traitement, c'est l'anticoagulation efficace. Donc pour ça, il y a différentes possibilités. On l'AMM dans l'embolie pulmonaire, les héparines non fractionnées. On également l'AMM, les héparines de bas poids moléculaire, c'est elles qu'on va utiliser en cas de bonne tolérance et en cas d'absence de contre-indication. Les contre-indications sont les antécédents hémorragiques et en gros l'insuffisance rénale. L'héparine de bas poids moléculaire qui a eu la première, l'AMM, la tinzaparine, l'Inoep, en une injection par jour, c'est celle qu'on utilise en pratique routinière. On peut également utiliser du Lovenox, l'enoxaparine, qui lui se donne en 2 injections par jour. En cas d'impossibilité d'héparine de bas poids moléculaire, on peut utiliser l'héparine non fractionnée, l'héparine à la seringue électrique. Pour surveiller l'efficacité, il faut doser le TCA, 2 à 3 fois le T-, ou l'héparinémie qui doit être entre 0,3 et 0,6 unités par millilitre. Dès qu'on débute le traitement anticoagulant, dès le premier jour d'hospitalisation, on peut préparer le relais AVK afin de diminuer la longueur du traitement par héparine. Plus le traitement par héparine est long, plus on risque les complications de l'héparinothérapie, à savoir les thrombopénies immunoallergiques. Donc on peut débuter les AVK, par exemple le Préviscan ou la Coumadine, dès le premier jour d'hospitalisation. Le but, c'est d'obtenir un INR entre 2 et 3, avoir un sang 2 à 3 fois plus fluide que la normale. Le premier INR devra être dosé après la 3e prise et ensuite, en fonction de l'équilibre qu'on peut obtenir chez les patients, il faudra le doser une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et puis tous les mois. Le reste du traitement, il y a une dyspnée, donc il faudra une petite oxygénothérapie qui en général se fait à la lunette ou au masque pendant les premiers jours. Ça fait très mal, il y a des douleurs en général basithoraciques intenses, donc ne pas oublier de donner des antalgiques. Et surtout, une partie importante de la réponse, la correction des facteurs de risque de thrombose. Chez cette patiente, on les avait cités au début. Si ce n'avait pas été fait, correction du tabagisme, de la dyslipidémie, du diabète, de la surcharge pondérale, éventuellement de l'insuffisance veineuse. Si elle a une phlébite, il faudra traiter la phlébite aussi, les chaussettes de contention et une surveillance échographique de son état veineux des membres inférieurs. Ici, vous avez une radiographie pulmonaire de phase d'une patiente présentant les symptômes décrits dans le cas clinique. Ici, le cœur qui est de taille normale, le parenchyme pulmonaire sans anomalie, sauf ici, vous voyez une bande d'atelectasie, donc un signe assez pathognomique d'embolie pulmonaire, une zone d'hypoventilation alvéolaire bien localisée. Ici, vous avez une planche d'angioscanner spiralé, avec ici les cavités cardiaques, ventricule droit, tronc de l'artère pulmonaire, ici la paix droite, avec un énorme caillot qui obstrue complètement la paix droite. Il y aurait d'autres emboles possibles sur la paix gauche également. Donc le diagnostic sûr et certain d'embolie pulmonaire proximale. En conclusion, ce dossier finit par une embolie pulmonaire, donc ça il faut vraiment connaître absolument par cœur. C'est déjà tombé plusieurs fois à l'internat, avec en particulier des bilans de thrombophilie, les indications et quels examens demander. On verra ça dans d'autres dossiers. L'insuffisance veineuse est une question au programme de l'internat. On a tendance à l'oublier parce que ça n'a jamais fait l'objet encore de cas cliniques, mais on pourrait avoir un dossier transversal partant d'une insuffisance veineuse et se terminant sur une complication. Ça aurait pu être autre chose que l'embolie pulmonaire par exemple.